téléspectateurs de WLS. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Michel Drac. Michel Drac, vous êtes diplômé école de commerce. Vous êtes cofondateur du site scriptoblog.com. Bonjour. Vous avez récemment publié un livre, Crise ou coup d'État, chez l'éditeur Le Retour aux sources. Pourquoi vous parlez des crises ou coup d'État? Parce que je pense que quand on parle de coup d'État en général, on imagine toujours des chars d'assaut dans les rues. Mais en fait, un coup d'État, ça peut prendre des formes extrêmement diverses. Et on n'a pas vu de chars d'assaut dans les rues. Personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait en réalité. Mais en fait, à mon avis, ce qui s'est passé en Occident, en gros, on va dire, de l'implosion de la bulle Internet fin 99, début 2000, jusqu'au déblocage des grands plans de relance à partir de 2009 dans les économies occidentales, en fait, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État qui, à mon avis, a été accompli par une oligarchie financière aux abois, qui s'est rendu compte que le système qu'elle avait impulsé au niveau de l'économie monde était en train d'imploser, et qui a décidé tout simplement, pour se sauver elle-même, d'organiser la faillite qu'elle savait inéluctable, et de confisquer en réalité, à travers un ensemble de processus complexes, invisibles pour les peuples, en tout cas très difficilement décelables, la réalité du pouvoir dans la sphère économique et, par contre-coup, dans la sphère politique. Alors depuis un petit peu plus d'un an, donc août 2008, les médias ont mis sur la place publique qu'il y a une crise financière. Elle date d'un peu plus longtemps que d'août 2008, c'est clair. Ça, c'est la responsabilité des médias, ne pas en avoir parlé avant. Mais dans ces médias-là, on pouvait donc voir, entendre que c'était suite au crédit pourri, ce qu'on appelle les crises des subprimes aux États-Unis, qui a tout écroulé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie ou est-ce que vous avez une autre théorie? En fait, l'implosion du système financier actuel, elle a été consommée dès la fin des années 90. En réalité, ce qui se passe, c'est que à partir, en gros, de 1960, le système de Bretton Woods commence à se dérégler complètement. Progressivement, dans les années 60, un certain nombre de places fortes du pouvoir financier, aux États-Unis et en Europe, vont à ce moment-là commencer à s'organiser pour gérer l'implosion très lente, très progressive de ce système. Et cette organisation, elle explique en grande partie, enfin à mon avis du moins, la façon dont on a retiré du jeu John Fitzgerald Kennedy, ou encore la façon dont on a dégommé, entre guillemets, le régime gaulliste en France. Donc il faut remonter jusqu'à cette période-là au moins, pour voir les racines de la crise. Ensuite, il y a un nouveau système qui est mis en place, qui correspond en fait à une dégradation du système de Bretton Woods, où l'étalon du dollar, ça devient de facto le pétrole. La guerre du Kippour, en réalité, n'a pas provoqué le choc pétrolier directement. Ce sont les compagnies pétrolières qui ont au minimum utilisé la guerre du Kippour, je ne sais pas si on peut dire qu'elles l'ont déclenchée, mais en tout cas qu'ils l'ont au minimum utilisé, pour asseoir un nouveau système financier, dollar as good as oil. Le dollar vaut ce que vaut le pétrole, c'est un étalon mobile. Ce système a permis aux États-Unis de financer l'initiative de défense stratégique, de gagner la guerre froide. Il leur a permis aussi de relancer un nouveau modèle économique californo-centré à partir des années 80. Et il leur a permis d'essayer de se positionner pour capter la montée en puissance de la Chine et de l'Inde. Ça a fonctionné jusqu'à la fin des années 90. Les années Clinton, c'est le moment où ces oligarchies pensent encore qu'elles peuvent capter la montée en puissance de la Chine et de l'Inde. Elles pensent encore qu'elles peuvent impulser un mondialisme américano-centré pur et dur. Ça implose à la fin des années 90.
avec l'implosion de la bulle Internet, pour un certain nombre de raisons techniques que j'explique dans le bouquin, ce qu'il a été convenu d'appeler la bulle Internet, en réalité, c'est la bulle du modèle économique américano-centré dans son ensemble. En fait, la crise dont on nous parle aujourd'hui, c'est-à-dire la très grande crise dans laquelle on y entre à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin des années 90, début des années 2000. Ses racines remontent donc aux années 60 et elle est avérée à la fin des années 90. La décennie qui suit, c'est l'histoire d'une fausse reprise. Il n'y a pas eu de reprise après la crise de 99-2000. La reprise des années 2002, 2003, 2004, 2005 est entièrement organisée par le développement de l'économie spéculative, par le maintien des taux d'intérêt de la Federal Reserve à des niveaux absurdes au regard de l'inflation réelle. Et cette fausse reprise ne sert qu'à préparer le terrain pour, au moment où cette fois on va avouer que le système est en train d'imploser, être en situation de conserver le pouvoir à travers la faillite. Alors les subprimes maintenant, pour en revenir exactement à votre question, les subprimes, ça n'est dans cette histoire que la partie émergée d'un iceberg qui à lui tout seul, en plus, ne fait pas la banquise. Les subprimes, c'est la partie émergée d'un iceberg qui est le crédit à la consommation, et le crédit à la consommation et à l'immobilier, plus exactement, le crédit aux particuliers, et cet iceberg lui-même ne fait pas toute la banquise, et toute la banquise, en réalité, c'est l'ensemble de la bulle de l'endettement. Donc, aujourd'hui, les médias nous parlent de cette crise en créant un effet de loupe sur un tout petit problème, dont je montre d'ailleurs dans le bouquin qu'il a été utilisé, qu'en réalité, ce n'est un problème qu'en apparence, en fait, c'est un instrument pour déclencher la crise de la façon dont l'oligarchie voulait qu'elle se déclenche. C'est un pur effet de loupe, et justement j'ai écrit le bouquin pour élargir le champ, pour que les gens ne soient pas dupes de cet effet de loupe. Donc selon vous, l'explosion de cette bulle est préméditée? Oui, oui, c'est certain. Il faut être très clair là-dessus. Notre classe dirigeante aurait sans doute préféré pouvoir gérer un autre contexte. Je ne pense pas qu'ils aient délibérément décidé de se mettre dans la situation épouvantable où ils sont aujourd'hui. Mais en ce qui concerne spécifiquement les subprimes, c'est évidemment prémédité, je peux vous l'expliquer très facilement. Quand on est en 2002-2003, on est quelques années après une loi qui a été passée à la fin de la présidence Clinton, à un moment d'ailleurs où le président Clinton a été très affaibli par un certain nombre d'affaires qui ont pu surprendre sur le moment, douteuses, voilà. C'est l'abolition de la loi Glass-Steagall. Qu'est-ce que c'était la loi Glass-Steagall? C'est une loi qui, si je dis les choses de façon très schématique, interdisait aux banques d'investissement de s'adosser aux banques commerciales. En abolissant cette loi, à la fin des années 90, Clinton, ou plus exactement les gens qui lui ont imposé l'abolition de cette loi, ouvraient la porte à une expansion des bilans bancaires de la haute finance par adossement aux banques commerciales. Il est intéressant de noter que la personne qui a conseillé, entre guillemets, Clinton sur ce point est un monsieur Robert Rubin, ancien, si ma mémoire est bonne, de la salle de marché de Salomon Brothers. Peut-être une bêtise, mais je crois que c'est Salomon Brothers, en tout cas d'une des grandes banques d'affaires new-yorkaises. Il est intéressant de noter que ce même monsieur Robert Rubin va ensuite se retrouver conseiller au organigramme de Citigroup entre 2000 et 2008, et que c'est lui qui va entraîner Citigroup dans la mécanique d'adossement des subprimes. Alors je ne vais pas faire par oral ce que j'explique dans le bouquin, parce que c'est très compliqué à expliquer par oral, mais le résultat des courses, c'est que grâce à lui, Citigroup a vu, je crois, sa capitalisation boursière divisée par 10 à la fin du jeu. Bon. Alors, à partir de 2000, donc, qu'est-ce qui se passe? La loi Glass-Steagall est abolie, donc les banques d'investissement ont la possibilité de faire joujou, en quelque sorte, avec les banques commerciales. Elles ont la possibilité de les utiliser pour accroître la surface financière, pour fabriquer de la valeur fictive par jeu spéculatif.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va vendre au public américain que, et je trouve d'ailleurs que c'est très comique d'une certaine façon, on va faire, figurez-vous, de la discrimination positive. On va aider les latinos et les noirs des quartiers à acheter leur maison. Bon. Là, nous sommes au lendemain du 11 septembre. On est au lendemain du 11 septembre, effectivement. Exactement. Et donc bien sûr, c'est pas du tout pour faire de la discrimination positive qu'on fait tout ça, c'est parce qu'on va augmenter les volumes d'encours des prêts pour augmenter les bilans bancaires, pour donner des moyens, des instruments, des leviers supplémentaires à la haute finance. C'est l'objectif réel. On va faire croire aux Américains de la classe moyenne inférieure, voire des classes populaires ethniques, qu'ils peuvent devenir propriétaires de leur logement. Et pour ça, on va leur proposer un contrat ad hoc, apparemment très alléchant, puisqu'on va leur dire, voilà, vous empruntez pas cher, parce qu'à ce moment-là, la Fed a baissé ses taux dans des proportions extraordinaires. Ça, c'est une époque où, entre l'inflation réelle aux États-Unis et les taux directeurs de la Fed, il y a des écarts, je crois, de tête de 4 points. C'est-à-dire, en gros, l'inflation réelle est 4% à peu près plus élevé que le taux de la Fed. Autant dire que le coût du crédit est négatif. Donc on attire les gens dans cette mécanique et on leur propose un système qui a été très bien étudié. Pendant les 2 premières années, en général, sur la plupart des contrats, le taux est fixe. Puis ensuite, il devient variable. Et, miracle, juste au moment où beaucoup d'emprunteurs subprimes sont en train de passer en taux variable, c'est-à-dire en 2004-2005, hop, la Fed remonte ses taux. Il est bien évident que, à partir de là, c'était absolument prévisible. Et il est bien évident que les gens qui dirigeaient ce système ne pouvaient pas ne pas le savoir. Quand il baisse ses taux d'intérêt au niveau où il les baisse, le président de la Fed de l'époque, en 2002-2003, Alan Greenspan, sait très bien qu'il est en train d'ouvrir toutes les vannes du crédit. Les régulateurs américains savent très bien qu'avec l'abolition de la loi Glass-Steagall, ils vont assister au développement des outils de titrisation qui ont été développés à l'occasion des subprimes. Ils le savent très bien tout ça. Et ils savent très bien que quand ils remontent leur taux en 2004-2005, ils vont faire plonger énormément d'emprunteurs, et ils savent très bien qu'il est impossible, parce que les créances ont été titrisées, que ça ne se communique pas à l'ensemble de la structure financière. Donc ça ne peut pas ne pas avoir été planifié, si vous voulez. Ou alors si ça n'a pas été planifié, il faut fusiller Alan Greenspan et Ben Bernanke pour incompétence criminelle, quoi. Non, ça a été planifié, c'est évident. Ça fait aucun doute. Maintenant que nous avons dressé la situation, on en a vu un aspect. Voilà, nous avons vu un aspect. Il y en a qui parlent même de cette crise comme 1929. Bon. Donc, sur certains plans, le parallèle est tout à fait fondé, sur d'autres non. Il y a des points communs et des différences. Maintenant, on va essayer de tracer l'avenir. Selon vous, pourquoi ça a été provoqué? Et qui veut tirer, bien sûr, l'épingle du jeu? Alors, on sait très bien que la Chine pourrait acheter l'Europe ou les États-Unis. Ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que les Chinois n'ont absolument pas eu besoin de nous attaquer. C'est-à-dire que ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'il n'y a pas d'offensive commerciale chinoise contre l'Occident. Une très grande partie du déficit commercial des États-Unis a été organisée par les multinationales américaines elles-mêmes. Bien sûr. Donc, pour augmenter leurs bénéfices. Je ne pense pas que... Il est possible que la Chine tire les marrons du feu à la fin, mais je ne pense pas du tout que le mécanisme a été enclenché par elle. Non, bien sûr. Voilà. Donc si... on pourrait se dire peut-être aussi, une image un peu simpliste, c'est est-ce que la Chine et les États-Unis ne jouent pas ensemble? Est-ce qu'on donne des liquidités à la Chine importe pas cher aux États-Unis, les Américains ils sont contents, est-ce que c'est pas un petit jeu d'équilibre? Et que viendra faire cette crise Je crois que les relations entre la Chine et les États-Unis, pour moi, pour en comprendre la substance, il faut se souvenir d'une anecdote qui s'est produite, si ma mémoire est bonne, je ne veux pas dire de bêtises, au moment de la visite de Nixon
Ça devait être au début des années 70, quand pour la première fois un président américain est allé en Chine. Et on avait dit à Nixon, avant qu'il y aille, il faut parler aux Chinois des droits de l'homme, etc. Bon, c'était en pleine guerre du Vietnam, donc je ne sais pas si Nixon avait très envie de parler des droits de l'homme à ce moment-là. Il n'était pas forcément le mieux placé pour ça, mais bon, il l'a fait et il s'est plaint auprès, je crois, de Zhou Enlai, si ma mémoire est bonne, du fait que la Chine traitait mal ses dissidents. Et qu'il fallait que les Chinois acceptent de laisser sortir des dissidents ou une histoire comme ça. Et l'officiel chinois en face, je crois que c'était Zhou Enlai, ou Zhou Enlai, je ne sais plus comment on dit, lui a répondu: très bien, monsieur le président, combien vous en voulez? 30, 40 ou 50 millions? Bon. Donc le rapport entre les Chinois et les Américains, il est défini par cette anecdote, c'est-à-dire qu'on a deux puissances énormes, totalement asymétriques, et qui savent très bien qu'elles ont toutes les deux énormément à gagner quand elles collaborent, mais qu'en même temps, en réalité, elles sont de façon latente en concurrence pour le leadership mondial. Et je crois que ce qui s'est passé, j'essaye d'expliquer pourquoi dans le bouquin je crois ça, mais là je me mouille beaucoup en disant ça. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que les élites américaines ont pensé qu'elles allaient pouvoir capter l'extraordinaire offre de main-d'œuvre qu'apportait la Chine pour asseoir leur pouvoir, et que ce pari a été perdu, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent aujourd'hui dans une situation où elles ont nourri un tigre qu'elles espéraient dompter et dont elles se rendent compte petit à petit qu'elles ne l'ont pas dompté. C'est comme ça que j'analyserai les choses. Donc c'est une vraie crise. Je pense. Je pense que c'est... C'est-à-dire que quand je dis crise ou coup d'État, le point d'interrogation n'est pas là de façon purement pour la galerie. En fait, le vrai titre du bouquin, ça aurait pu être crise et coup d'État. Parce qu'il y a une vraie crise, mais ce n'est pas celle dont on nous parle. La vraie crise, ce n'est pas du tout les subprimes. Ça, c'est l'habillage par les élites pour organiser leur gestion de l'affaire pendant l'autre crise, qui est la vraie crise, et qui est le basculement du centre de gravité du capitalisme, qui est tout simplement en train de passer de l'Atlantique à l'Asie.